tous ceux qui nous rejoignent. On va attendre un peu qu'il y ait du monde. Oh, ça pop. Allô à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur. Allô Alice, bienvenue. On va attendre un peu qu'il y ait plus de monde qui se présente. Allô Dom, bienvenue. Salut Raph. Allô à tous ceux qui... On va parler d'une thématique bien précise aujourd'hui, qu'on va parler des mangaka qui ont mis les bases du manga moderne et de leur succession pour le coup. Et on va se concentrer sur deux mangaka en particulier dans un premier temps. Allô Hugo qui nous dit vous êtes situé où? Écoute Hugo, on est à côté de la station Sherbrooke à Montréal. Si t'es dans le coin, n'hésite pas à venir nous rendre un petit coucou. On est toujours ouvert malgré la zone rouge. Présentement, c'est que la librairie est toujours ouverte, le côté lecture est fermé malheureusement. Et le côté café on fait seulement pour take-out. Mais on reste ouvert, fait que si tu veux passer un petit coup, voir un peu de quoi lire la boutique, tu es le bienvenu. Allô Michel, bonsoir. Bon, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Fait qu'on va se concentrer, comme je vous disais, dans un premier temps, sur deux mangakas. Deux mangas, donc deux grands noms de monstres en fait. Allô Karine, c'est qu'on va parler bien évidemment de Tezuka et de Go Nagai en fait, pour commencer. Alors, on va commencer avec le dieu du manga justement, avec Tezuka notamment qui est l'auteur finalement d'Astro Boy pour tous ceux qui ne connaissent pas, notamment ici, donc on a les 3 premiers tomes et on va présenter en quoi ces deux auteurs là en fait ont eu un impact vraiment incroyable en fait sur le manga qu'on connaît actuellement et sur ce qu'on lit pour le moment en fait. Pas de soucis Hugo, au plaisir. Alors, à savoir que tout ce que je vais raconter, puis c'est la première chose que je vais vous montrer en fait, c'est basé sur ce bouquin-là en fait. Donc un bouquin qui est la biographie en fait de l'auteur. Donc qui est celui-ci, vous pouvez voir, c'est Ma vie manga d'Osamu Tezuka, qui est très très cool parce qu'elle se présente de même. Puis si on veut, on détache un peu la jaquette, on peut voir que la couverture, si je vous montre, on peut voir en fait pas mal une grosse partie des protagonistes de l'auteur. Malgré le fait que le dessin a l'air pas mal enfantin, pas mal simpliste en fait, j'aimerais que pour l'histoire, pour ce laps de temps de 1 heure en fait, qu'on se détache un peu de ce concept, même si je vais en reparler, de ce concept du fait que c'est le dieu du manga, et on va plus se centrer sur la perspective que c'est tout simplement un artiste et qu'un mangaka avec ses propres idées, après ses propres envies et ses propres sujets d'écriture. Donc en bref, si vous voulez, la vie de Osamu Tezuka, tout est écrit là-dedans, depuis l'impact que le nucléaire a eu dans sa vie, qui va se répercuter dans ses mangas, sa phobie du sang, le fait qu'il a été médecin dans ses débuts de carrière en fait, il a même participé à l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, et du fait que tout ça, tout ce qu'il a vécu autour de ça, autour de la guerre, autour du nucléaire en fait, va l'influencer grandement dans les thématiques qu'il va choisir et dans la vision dans laquelle il apporte en fait vis-à-vis du nucléaire et vis-à-vis des points négatifs là-dessus. Allô Nicolas, allô Jiska, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, comme vous le dites en fait, Tezuka à la base est gros fan d'insectes en fait. Ça peut sembler tout à fait banal, mais c'est quelque chose qui va être vraiment très important en fait dans ses œuvres, et notamment le concept, pas juste les insectes, mais le concept de métamorphose en fait. C'est le concept d'un passage d'un état à un autre en fait, donc une évolution qui va être quelque chose d'assez récurrent en fait dans ses œuvres, et qui va être un des points importants dont il va apporter, notamment avec ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est la fameuse transformation en fait, soit du power-up, soit des héros, soit de l'histoire tout simplement.
Donc c'est ça, qui est méga fan des insectes. Il va se baser beaucoup sur ça, et notamment la métamorphose de Kafka va être une œuvre qui va vraiment l'influencer vraiment en beau. Donc c'est vraiment le côté métamorphose positif et le côté métamorphose avec ses inconvénients. Donc c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans ces thématiques, notamment avec Astro Boy aussi, qui va au fil du temps, en fait, au fil de l'œuvre, évoluer. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Astro Boy, en fait, qui est l'histoire de ce petit garçon-là, en fait, qui n'est pas vraiment un garçon, mais qui était un robot, en fait. Donc c'est un robot qui est animé par une volonté. Il y a ce qu'on appelle une conscience, en fait. Donc Astro Boy est le premier et probablement le robot le plus sophistiqué qui existe au monde. Et c'est un robot qui va être capable de faire l'expérience des sentiments humains, qui va avoir un jugement personnel sur pas mal de choses, qui va plus ou moins l'influencer. Et c'est pas mal ce que son père, finalement, son créateur, voulait absolument, c'est ne serait-ce qu'avoir un enfant, avoir une famille, mais aussi de construire une création, en fait, qui se développe par elle-même, qui fait ses propres expériences, et dans le fond donner vie à ce qui se rapprocherait le plus d'un être humain, finalement. Donc s'il nous donne pas mal Astro Boy, pour le coup, qui est un petit garçon, comme vous voyez que c'est clairement un robot, il y a une espèce de propulseur au niveau des jambes, qui est un petit garçon qui va entre autres aider la police à résoudre les crimes, à résoudre à coffrer justement les criminels et ça, et on va voir en fait toute l'évolution autour de ce concept là va faire que petit à petit en fait il va développer un libre arbitre, il va développer des sentiments, une conscience autour de ça. Très cool. En termes de lecture, c'est en soi l'œuvre la plus connue de Osamu Tezuka, et notamment l'œuvre la plus connue à l'extérieur du Japon. C'est pas beaucoup de volumes, mais il y a plusieurs dizaines de volumes, fait que c'est quand même une grosse série. Et on va voir que ce concept-là va influencer beaucoup de mangaka, notamment pour un manga beaucoup plus récent qui est le suivant, qui est Atome de Bikini. Atome en fait c'est le nom d'Astro Boy pour le coup au Japon, donc il va appeler Astro Boy mais Atome. Et dans ce manga là en fait, comme on peut le voir sur la couverture à 4ème, on va suivre les années d'études universitaires en fait des deux créateurs d'Astro Boy, donc les deux docteurs qui ont mené à la construction d'Astro Boy, et on peut voir en fait tout au long de l'histoire pour le moment comment ils ont développé l'intelligence qui va être incorporée dans Astro finalement, et quels sont tous les prototypes qui l'ont précédé avant ça. Et qu'on va suivre l'histoire de Six ici, qui est le prototype pour le coup, quand même assez éloigné de Astro Boy. Lecture très cool. Il y a beaucoup de clins d'œil au niveau des personnages, au niveau de toute la mythologie autour d'Astro Boy, mais qui est présenté dans un format un peu différent, dans le sens où c'est vraiment plus une shonen action en fait, où on va suivre dans le fond ce robot qui va, tranquillement pas vite en fait, faire preuve et mettre plutôt c'est toutes les capacités de son système et de son corps pour le coup. Donc, très cool, présenté plus dans un format action avec notamment des combats de robots, mais très cool. Il y a toujours ce concept de à la recherche de la conscience pour les robots en fait, le fait d'aller chercher cette espèce d'expérience, de faire l'expérience d'être un humain en fait, de ressentir des émotions, qui on va voir tranquillement pas vite, quelque chose qui va devenir vachement important dans l'histoire. C'est une lecture que j'ai faite tout dernièrement en plus, et que c'est Fray de chez Fray, qui en date en a 9 pour le moment, de mémoire. Je peux montrer les dessins en même temps, si ça vous tente. On peut retrouver vraiment ce style très atypique de Tezuka, notamment avec ses faces, avec ces espèces de gros nez qui est très Tezuka pour le coup. Avec notamment, je trouve que le manga pour le coup qui est fait par deux mangaka qui sont méga fans de tout ce qui touche à Astro Boy, de tout ce qui est en rapport avec Tezuka pour le coup, réussissent une job très cool, avec les dessins qui sont vraiment très cool. Donc c'est même encore aujourd'hui quelque chose qui influence beaucoup
les auteurs. Donc on peut déjà voir que malgré le fait que Tezuka a plus de 90 ans, il est mort mais il aurait eu plus de 90 ans, c'est quand même quelque chose qui est assez récent puis assez présent en fait, dans le cœur des mangaka japonais. Et ce n'est pas le seul, puisque un autre maître du manga, Naoki Urasawa, en fait, s'est attaqué il y a peu à l'histoire puis à l'univers d'Astro Boy, puisque il y a un petit moment déjà, il a fait plus tôt. C'est quelque chose que, encore une fois, c'est quelque chose qui a marqué vraiment beaucoup l'auteur, qui, dans le fond, ce sont les mangas qu'ils ont connus à l'époque et qu'ils ont grandi avec, tout simplement. Donc là, on retrouve vraiment l'auteur de Monster au dessin, pour le coup, et le scénario est supervisé par la Tezuka Production, pour le coup, qui est la compagnie que Tezuka a mis en place à l'époque, on en parlera un peu plus tard, justement pour mettre en place, en fait, une version animée de ces mangas. Allô, tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous faire manifester. Fait que, qu'est-ce qui est raconté dans Pluto? Donc dans Pluto, on va suivre l'histoire de robots en fait. Donc, ça se base sur l'univers d'Astro Boy, mais ça se base aussi sur le concept de la robotique d'Isaac Asimov. Donc, notamment les trois de la robotique, et plus précisément la première qui dit qu'aucun robot, enfin, dans une société où le robot est omniprésent et il est possible de se confondre avec la race humaine, en fait, le robot suit trois règles. Et la première, c'est qu'aucun robot ne peut blesser ou attenter à la vie d'un être humain, tout simplement. C'est une loi fondamentale qui fait que si ce robot enfreint cette loi-là, il y a un coup qui se fait, ou qui pense à le faire, qui shut down carrément le robot dans les œuvres d'Isaac. Pour le coup, dans celui-ci, on va suivre un enquêteur. Cet enquêteur-là qui va enquêter sur un crime en fait, qui s'avérait être un robot qui aurait commis un meurtre vis-à-vis d'un humain. C'est quelque chose qui est totalement impossible, invraisemblable, et c'est quelque chose qui ne passe pas malheureusement dans un monde où les robots nous côtoient au jour le jour. Et on va suivre son enquête, et il s'avère que tranquillement pas vite, en fait, on va découvrir très vite dans le premier tome que cet enquêteur-là, en fait, c'est un robot également. Fait qu'il y a pas mal de rumeurs qui vont aller bon train, disant que oui, étant donné que c'est un robot, il va fausser l'enquête, il va plutôt privilégier le cas du robot, voire même le protéger, fausser l'enquête. Et qui est assez très cool, puisque cet état d'esprit fait référence en fait à ce qu'un humain ferait en fait. Fait que ça fait du sens sans vraiment en faire, dans le sens où tout se base sur le fait que les robots essaient de développer des sentiments, de se rapprocher de plus en plus de la condition humaine en fait, au détriment de la condition robotique. Et là du coup l'enfant, le grand public, donc la vie populaire, leur accorde des qualités humaines qui ne sont pas forcément censées avoir justement. On va voir plus tard avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'ils vont développer, qui vont s'améliorer même. Donc c'est un sujet qui est aussi récurrent dans Atom ici. Donc tout ce concept, vraiment science-fiction, autour de la prise de conscience, le fait de, dans le fond, le concept du jeu en fait, tout simplement, et les sentiments qui vont avec. Plutôt très très cool, c'est écrit par l'auteur qui fait Monster, qui fait Billy Bat, c'est un maître dans l'écriture. Et c'est une série qui fait 8 tomes, il me semble, pas plus, qui se finit super bien. Plus sur le côté action, enquête, policier. Pour retourner à Tezuka, pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui, le nucléaire, la guerre, c'est quelque chose qui a vraiment laissé des traces dans le cœur de l'auteur. Et c'est notamment le cas avec deux de ses plus grosses séries. On a pas mal l'histoire des trois Adolphes en fait ici présent, donc la dernière édition en date, réédition que Delcourt Tonkam avait fait pour les 90 ans de l'auteur, qui comptait pas mal rééditer pas mal de ses œuvres. On a notamment l'histoire des trois Adolphes et c'est des gros pavés MW. Donc c'est des trucs, la guerre, le nucléaire, c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'auteur, c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Puis on peut le lire en fait dans sa biographie que toutes ces expériences qu'il a vécues avec la guerre en fait ont été vraiment très pénibles pour lui, et notamment le fait qu'il est devenu médecin, qu'il a participé à l'effort de guerre
et que sa phobie du sang n'a pas aidé. Il s'avère qu'il a participé à la guerre, il a été sur le front, il a soigné sur place, pour le coup pour abandonner plus tard à cause de sa phobie du sang et à cause de autre chose que je vous laisserai découvrir si vous voulez vous lancer dans la lecture. Donc l'histoire de Trois Adolphes, donc évidemment sujet très comment dire, apprendre avec une pincette à l'époque, puisque c'était quelque chose qui était quand même assez frais en fait dans l'esprit des gens. Il va être question justement de Trois Adolphes en fait. Donc c'est une enquête qui tourne autour de ça, et il va être dans le fond les questions d'un enquêteur, de Adolf Hitler pour le coup, et d'un autre Adolphe en fait qui va être le héros de notre histoire, et qu'on va suivre. Dans le fond c'est un enquêteur qui va relayer un peu le fait que le deuxième Adolphe aurait des informations qui pourraient faire tomber ou nuire en fait au Troisième Reich à l'époque, et on va suivre en fait toute cette péripétie. Encore une fois, le dessin est assez atypique, moi j'aime vraiment beaucoup. On peut voir que c'est déjà un peu moins simpliste, si on peut dire ça, sans vraiment vouloir que ce soit péjoratif, que du Astro Boy, que d'autres choses. Et qu'on peut voir que c'est déjà un peu plus mature, un peu plus sénène, un peu plus sombre. Dans le fond, étant donné que l'ambiance se pose dans un contexte de guerre, en fait, rajoute une gravité à l'œuvre qui est très très cool, je trouve, assez pertinent, puis assez bien retranscrit pour vraiment avoir ce feeling là en fait. Donc, histoire des Trois Adolphes. Donc ça se passe avant, donc c'est en Berlin 1936. Il y a 2 tomes comme ça, donc c'est, comme je vous dis, c'est des gros volumes. Je peux vous comparer avec les volumes simples. C'est vraiment du gros stock. Si vous aimez les auteurs, si vous aimez tout ça, tout au niveau même le côté historique, parce qu'il y a un peu d'historique là-dedans. C'est une œuvre qui est très 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 cool. Et le deuxième, qui pour le moment est mon œuvre préférée de Tezuka. C'est quelque chose qu'il a écrit quand même assez tôt dans sa carrière. Et encore une fois, c'est des sujets qui sont les sujets attaqués là-dedans en fait sont des sujets très très sensibles pour l'époque, qui le sont encore un peu pour le moment, puisque l'Asie a encore un peu de misère avec cette ouverture d'esprit. Alors, on va citer NW, donc c'est même chose, même édition pour les 90 ans, transcrit en un tome, donc c'est vraiment lui, et il n'y en a plus. Je peux vous montrer des dessins qui sont donc un peu comme l'histoire de Trois Adolphes, c'est le même style de dessin, un peu moins enfantin encore une fois, et il va être question plus de plein de choses en fait. Donc ça va se présenter en partie comme du suspense, de l'enquête, mais ça va aborder des thématiques vraiment très importantes comme le nucléaire, comme l'homosexualité en fait, la sexualité en fait dans la religion, notamment le christianisme pour le coup, et les meurtres et les tueurs en série. C'est de la grosse lecture. C'est très 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 ça peut paraître quand même assez lourd, ça apporte des thématiques quand même assez importantes et qui faisaient grincer les dents à l'époque, parce que je vous dis, ça a été écrit dans les années 70, c'est quand même assez précurseur pour le coup. Et qu'on va suivre l'histoire de ces deux monsieur là en fait. Le jeune homme qui est ici, qui lui est un prêtre en fait, et on a l'homme ici en fait qui est un tueur en série, tout simplement. Le truc, c'est que l'histoire commence, je sais pas si vous le montrez, l'histoire commence et tout se passe sur une petite île en fait. Et sur cette île là en fait, il s'avère que il y a des relents nucléaires ou des effets secondaires du nucléaire, notamment une explosion nucléaire qui va se passer, qui va vraiment impacter les héros. Et il s'avère que les deux héros sont les seuls et uniques survivants de cette tragédie-là. En fait. Donc ils ont fui cette île-là et ils sont un peu partis en exil pour oublier ce passage-là traumatisant de leur vie. Le truc étant ce que c'est, on va suivre dans un premier temps notre prêtre ici, qui est tiraillé en fait entre deux extrêmes. Donc, dans le fond, on va très vite s'apercevoir que notre prêtre est amoureux de son ami et vice versa. Fait que ce sont des amants en fait. Et le problème, c'est que
tout ce que tous les crimes que notamment le héros numéro 2 fait en fait pour justement essayer d'assouvir cette soif de sang en fait, il va les confesser au confessionnal vis-à-vis de son amant. Donc le problème c'est que son amant va être pris entre deux choses en fait, soit se taire et protéger la personne qu'il aime, ou dans le fond annoncer et dénoncer en fait surtout son amant à la police pour protéger les personnes, deux personnes des victimes innocentes. Je vois qu'il y a un commentaire. Donc Michel. Ok. Michel qui me dit pourtant Tezuka reste associé à Astro Boy malgré le foisonnement de son œuvre. Mais au moins, il n'y a pas qu'Astro. Il y a eu des adaptations. Non, c'est ça. Puis, on va le voir, on va y revenir tranquillement pas vite avec notamment le fait qu'il était méga fan de Walt Disney. Puis qu'il a mis en place la Tezuka Production, qui est une entreprise qui existe encore aujourd'hui, pour justement produire ses propres films en fait qu'il voulait faire comme Walt Disney. Mais bref, c'est pas grave. Donc ça, NW qui aborde vraiment plein de thématiques qui sont vraiment qui sont importantes, qui sont notamment les effets du nucléaire, le fait que c'est un outil qui peut être bon comme néfaste, le fait que de l'homosexualité en fait au sein de la religion, de la sexualité au sein de la religion, du fait que c'est quelque chose qui fait encore aujourd'hui grincer des dents, avec notamment tous les scandales qu'il peut avoir et tout ça. Le fait que, malgré le fait que ces prêtres-là ont fait vœu de chasteté, pas de chasteté, mais d'abstinence plutôt, il s'avère que ça reste des hommes tout à fait normaux. Avec plein de choses, plein de thématiques qui sont vraiment en avant sur son temps finalement, qui pour moi, à date, est la meilleure œuvre qu'il a écrite, comme MW. Très très cool. Dans le même ordre d'idée, même chose dans la fameuse édition des 90 ans que Michel qui nous dit: je crois que l'homosexualité, surtout masculine, est encore tabou au Japon. Comme le début a dû faire scandale à l'époque. Oui, c'est fou, mais pas juste masculine, ça commence tranquillement pas vite où l'identité commence à changer. Notamment, il me semble que c'est le mariage gay qui a été autorisé en Thaïlande, il me semble, je sais plus dans quel pays, mais un pays d'Asie. Et même au jour d'aujourd'hui au Japon, c'est quelque chose qui est toléré, mais pas accepté en fait. Même si le fait que le mariage gay, le mariage homosexuel en fait, n'est toujours pas permis légalement. On s'arrête toujours sur ces préjugés un peu archaïques en fait, du fait que finalement c'est juste deux personnes qui s'aiment, tout simplement. Et c'est ça donc. Troisième format ici avec la vie de Bouddha. Donc on change un peu d'ordre d'idée. On va plus se centrer sur Kapila Vatsu, qui est un jeune garçon qui a grandi, jeune esclave, qui s'avère être potentiellement, sans trop vous spoiler, la réincarnation de Bouddha justement. Puis on va suivre toute sa vie, pas d'ermite, mais toute sa vie spirituelle, toute sa vie quotidienne au fait autour de ça. Et du fait de ce qu'il va devenir plus tard finalement et de son chemin spirituel. Donc très très cool, comme on peut le montrer. Même chose encore, c'est un dessin qui se rapproche plus de MW et d'MW et de l'histoire des trois elfes, et sachant que Tezuka avait aussi tendance à inclure de la sexualité et de la nudité en fait dans ses œuvres tout simplement. Ce qui faisait un peu contraste en fait avec ce côté très enfantin, je veux dire très, très simple en fait, mais très très cool pour l'époque, mais encore maintenant évidemment, qui pouvait justement faire confondre du fait que tu sais, étant donné que c'est très fin, des très léger, pour jeunes enfants, mais non, tout à fait, c'est clairement et sûrement du scène. Donc pour lui, c'est énorme, il y a 4 volumes, donc c'est 4 gros volumes comme ça. Très très cool aussi, très cool aussi, et on voit toujours ce concept du fait de profiter de la vie, du fait que la vie est importante, qui est une œuvre qui est un phénomène en fait qui va se répercuter sur le fait que de toutes les atrocités qu'il a vues en étant médecin à la guerre et de la guerre qu'il a vécue, qu'il a encore une fois beaucoup marqué. Donc le fait de prendre plaisir à la vie, de chérir la vie en fait,
c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Et j'ai vu qu'on avait ça en boutique aussi, avec le Chant d'Apollon, qui est une autre œuvre qui, je l'ai pas encore lu malheureusement, donc c'est mon prochain à embarquer. Donc on est plus sur de la pseudo science-fiction, remake de Roméo, du conte du Roméo et Juliette, il me semble. Donc encore une fois, on est sur la valeur de la vie, le fait de la valeur inestimable qu'une vie peut avoir, qui fait encore écho des atrocités qu'il a vécues durant la guerre à l'époque et de tout ce qui l'a marqué. Donc, même chose, un tome. Donc celui-là est édité par Kana. Donc des groupes quand même ne sont pas les seuls à avoir l'exclusivité sur les œuvres de Tezuka, notamment avec Astro Boy qui est aussi édité par Kana. C'est comme je dis, tout ce que le fait que il est grandi avec le concept de changement, de l'évolution de ses héros, notamment qui est très présent dans Doro et Do. Je les confonds à chaque fois, mais je pense que c'est Doro, ou dans le sens où c'est un peu l'effet inverse, où c'est l'effet négatif, donc plus avec la métamorphose de Kafka. Donc c'est une métamorphose avec ces effets négatifs. On voit aussi un enfant de notre héros qui est cybernisé et qui part à la recherche en fait pour récupérer ces 48 morceaux de son corps, en fait, un peu éparpillés partout, dû à un certain événement. Celui-là fait plus référence au côté négatif en fait de la métamorphose, comme qui est présenté dans l'œuvre de Kafka. On a aussi également le voyage temporel qui est très cool, notamment avec Unico, qui est une série que j'ai eu du mal à mettre la main dessus. Et on peut le voir justement encore une fois. Comme je vous dis, ça peut paraître vraiment enfantin. L'histoire d'une petite licorne qui va voyager à travers les époques. Donc c'est une série qui est éditée en 2 tomes, qui est plus un voyage en fait à travers les époques pour découvrir telle ou telle mentalité, telle et telle façon de penser, qui est très cool. J'ai une petite leçon de moralité qui est très nice. Et encore plus récent, qui prend une de ses premières œuvres, présenté sous une forme un peu particulière. Fait que là c'est vraiment du manga classique comme on le connaît, avec éparpillé sur les cases et tout ça. Mais là on va plus y aller avec le manga en 4 cases en fait. Donc c'est un manga qui est édité en fait dans ce format là, qui est la nouvelle île au trésor, qui est une des premières œuvres de l'auteur. Fait que ça c'est vraiment plus un récit d'aventure pour le coup. Comme je vous dis, encore une fois, le dessin peut paraître vraiment très simple. On va suivre l'histoire des rescapés qui vont être un peu perdus sur l'océan et qui vont croiser plutôt toute sympa, un peu moins sérieuse, puis un peu moins lourde que ce que je vous ai présenté auparavant, mais très cool également. Et pour finir, après on va switcher sur l'autre. Pour ceux qui ne seraient pas tentés de lire vraiment du texte et du roman, on a Pika Graphics qui a sorti il y a un moment, encore une fois c'est une grosse brique, donc a sorti Tezuka, une vie en manga, qui est la biographie en fait de Tezuka en manga pour le coup, que j'ai commencé à lire, que j'ai pas encore terminé puisque c'est huge, c'est très gros en soi, mais qui va un peu reprendre toute l'histoire de Tezuka, toute l'évolution, tout son début de carrière, son évolution, sa moitié de carrière et sa fin de carrière. Gros côté. Ensuite, on va embarquer sur un autre mangaka qui, pour le coup, s'est beaucoup inspiré de Tezuka puis de toutes les thématiques qu'il a abordées, qui n'est autre que Go Nagai, pour le coup. Il s'avère que Go Nagai, c'est un bourreau du travail. Il s'avère que déjà de base, en fait, étant donné que Tezuka était très productif, mais Go Nagai a écrit plus de 350 histoires différentes dans sa carrière, ce qui est énorme pour le coup. Donc il fait partie des mangaka qui
qui ont mis les bases en fait du manga moderne, notamment avec plusieurs genres qu'il a instaurés, qu'il a remis, qu'il a repris, qu'il a retravaillé, qui sont plusieurs genres qu'on connaît actuellement. Notamment ces trois plus connus sont pas mal, Cutie Oni, Devilman, qui sont les trois classiques, et il me semble c'est Mazinger Z, que je n'ai pas ici malheureusement, qui sont pas mal les trois œuvres les plus connues au Japon. Et que nous ici en Occident on connaît un peu plus Goldorak pour le coup, pour son adaptation en animé. Donc à savoir que pour les Goldorak il y a plusieurs adaptations, et c'est toute une série en fait d'histoires autour des mechas, pour grossir le trait. À savoir que Tezuka, pas Tezuka, mais Gonagai est un gros fan de Tezuka, et un gros fan de Shotaro Ishinomori, il me semble, qui est l'auteur qui a instauré les Kamen Rider, genre qui a fait vraiment un boom extraordinaire, genre qui a été très populaire, qui est encore très populaire au Japon, qui est un peu moins ici. Nous on a connu la version occidentale, si on peut dire ça, où il y a un essai d'import avec les Power Rangers justement, qui n'est pas exactement du Super Sentai, mais qui est le genre en fait qui s'y rapproche le plus en fait. Sachant que, pour la petite anecdote, pour des personnes qui sont aussi vieux que moi, qui ont grandi avec les Power Rangers, pour le coup, il s'avère que la version qu'on a eue, en fait, qui a été diffusée ici en Europe, en Occident, tout ça, du moins la première saison, puis la découverte de ces œuvres-là, il s'avère en fait que tous les passages où on les voit dans leur soute, en fait, sont toutes des images qui ont été retravaillées, tout simplement. Mais retravaillées dans le sens où ils ont repris les scènes en tant que telles, ils ont juste fait un travail de traduction, pas de traduction, mais les acteurs en fait ont repris ces scènes-là, puis ont mis leur voix par-dessus en fait, tout simplement, pour se coller au scénario. Tous les passages où on les voit sans soude, c'est des passages qui ont été tournés normalement. Pardon. Et tous les passages où on les voit dans leur soude, pour les coups, sont tous les passages avec les acteurs japonais et qui ont été filmés au Japon pour le coup. Qui en est très très cool pour le coup. Alors, pour retourner à Gonagai, donc je vous dis, il a mis vraiment les bases de plusieurs genres, notamment le genre mecha robot, c'est lui qui a instauré ça. Le genre Ichi, c'est lui qui a instauré ça. Le côté humoristique et sexuel en fait autour de ça, c'est aussi lui qui a commencé avec ça. Écoute, c'est très très cool. Petite anecdote. Gonagai a mis en place un scénario d'une histoire autour d'un samouraï indestructible qui venait du futur, qui a été inspiré par l'approche de Terminator et les films qui sont sortis pas mal à cette époque-là, qui est connu comme Kuro no Sushi, Shushi je pense. Kuro no Sushi, c'est ça exactement. Et il s'avère que cette œuvre-là en fait était parue dans un concours, donc concours qui était présidé par Osamu Tezuka lui-même en fait, tout simplement. Et notre mangaka, donc Gonagai, était vraiment impatient en fait de tenter sa chance pour essayer de rencontrer son idole. C'est vraiment le mangaka qui a bercé toute son enfance, le mangaka qui a vraiment inspiré à devenir mangaka. Le problème c'est que oui, ça marche, il se fait remarquer, il décroche même le premier prix il me semble. Le problème c'est que ce jour-là, malheureusement, Osamu Tezuka n'était pas présent. Il s'avère que c'est Shotaro Ishinomori, pour le coup, donc l'auteur de Kamen Rider, Cyborg 009 aussi, qui lui le remarque, puis décide, bon bah écoute, moi j'aime ce que tu fais, fait que viens apprendre le manga avec moi. Fait qu'il va le prendre sous son aile et puis il va devenir son assistant. Et c'est à ce moment-là, précisément, que le cauchemar de Gonagai va commencer. Gonagai est on pensait que Tezuka est un gourou du travail des Gonagai, et c'est 1000 fois. Dans le sens où il va être pris sous l'aile d'un autre de ses mentors, d'un autre de ses modèles en fait, qui est un auteur qui l'a vraiment inspiré. Le problème c'est qu'il va trop y mettre de cœur et il va donner à 200%.
à tel point que le truc c'est qu'il va faire 20 heures par jour, pas de vacances, pas de week-end, il ne rentre chez lui qu'une semaine par mois, et encore quand il ne rentre pas, puisqu'il dédie entièrement sa vie, ou du moins cette période de sa vie, à l'écriture en fait de manga. Ce qui fait qu'au bout de deux ans à ce rythme effréné, à ce rythme infernal là, il va dire bon bah écoute, il décide de prendre un jour par congé par semaine, et c'est à partir de ce moment là en fait que sa carrière va vraiment décoller en fait. Donc ce jour par semaine de congé en fait il va pas le prendre pour se reposer, mais il va mettre en place il va mettre ce temps là pour créer ses œuvres, mettre ses papiers, les œuvres qu'il a pensées durant toutes ces années là, et pouvoir essayer de se faire à son tour devenir un maître du mangaka et de faire carrière. Tout simplement. Ce qui va amener tout simplement dans les fins des années 60 en fait, là où le western spaghetti qui était à son apogée, les western spaghetti pour ceux qui ne sauraient pas, qui sont les westerns italiens qui ont eu une grosse influence sur le cinéma. Notamment, il était une fois dans l'Ouest, l'esprit du mythe western, le bon, la beauté, le truand, également en étant tout simplement, qui va justement le motiver à créer une histoire autour de ce concept-là. Je sais plus c'est lequel. Donc il va mélanger plusieurs genres. Il va mélanger ce genre-là de western spaghetti et un peu de fantasy. Et ils vont créer l'histoire de Taro et son dragon, donc qui Yadamon pour le coup. Non, autant pour moi, excusez-moi, je dis des bêtises. Non, il va donner justement Yubi Kenan, donc il va mélanger le western et le médiéval. Autant pour moi. Suite à ça, il va connaître son vrai premier succès, qui va le populariser un peu dans le métier, qui est l'école impudique. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Comme je vous dis, qui est la première œuvre principale de l'auteur, qui est vraiment l'œuvre qui va vraiment le faire connaître partout. Et c'est une œuvre qui va fâcher aussi, puisque la censure va passer très vite là-dessus en fait. Donc juste à ça, suite à son succès en fait avec l'école impudique, qui va mélanger beaucoup d'humour et beaucoup de sexualisation, de sexualité, même des fois un peu d'érotisme, c'est ce qui va vraiment le faire connaître. Suite à son succès là, en fait, il va créer sa propre compagnie, comme Tezuka en fait, qui a voulu. Puis c'est là où les deux auteurs se rejoignent, puis on peut voir que les deux se sont un peu ont pas mal suivi le même chemin, où Tezuka Production en fait, qui a été mis en place justement par Tezuka pour pouvoir amener ces histoires en animation et faire comme Walt Disney, dont il était méga fan à l'époque, et dont notamment son père lui donnait justement ces fameux DVD, ces fameux films à regarder. Il va y avoir toute une controverse aussi autour du Roi Léo, pour le coup, qui est une œuvre qui ressemble beaucoup au Roi Lion, pour le coup. Il y a beaucoup de mystères autour du fait qu'on ne sait pas qui a plagié qui, sur le fait que est-ce que c'est Disney qui est intéressé par le travail de Tezuka à créer volontairement ou involontairement le Roi Lion, ou est-ce que c'est l'inverse finalement. En toute bonne foi, Tezuka, fan de Disney, a dit bon écoute, c'est pas grave, les œuvres sont toutes les deux très très cool, c'est qu'il n'y a pas eu de poursuite, pas eu de truc, mais il y a quand même un petit mystère tout autour de ça qui persiste malgré les années. Pour le coup, Go Nagai fait à peu près la même chose. Donc suite au succès de l'école impudique, il va mettre en place sa compagnie qui s'appelle Dynamic Production, qui va aussi lui servir entre autres à vouloir justement ramener ces histoires en fait en animation. Et ce qui doit faire qu'on va commencer à avoir du Goldorak, on va commencer à avoir du Kotuni, on va commencer à avoir d'autres œuvres notamment autour de son univers. Fin des années 90, fin des années 70 plutôt, c'est vraiment l'âge d'or de l'auteur. Donc c'est l'arrivée de Devilman. Même chose, j'aurais aimé de la voir. J'ai juste le deuxième tome, donc la version en anglais pour le coup. Donc Devilman qui va vraiment être l'œuvre qui va le faire découvrir en Occident notamment, et qui va également faire
comment dire, qui va encore faire fâcher la censure, puisque l'histoire de Devilman commence avec notre héros qui assiste à la naissance d'un démon. Je ne sais pas si je peux trouver la partie. Et il s'avère que l'histoire commence par une orgie démoniaque, en fait, tout simplement. Donc, ce qui va donner la naissance de Devilman, notre héros, qui va fusionner avec un démon, Devilman, qui va un peu prendre l'humanité sous son aile, pour le coup, autant littéralement que à proprement dit, et qui va essayer de protéger l'humanité contre les entités démoniaques qui vont commencer à débarquer dans notre univers. C'est la deuxième fois que ça fait fureur, parce que pour l'anecdote, au moment de sortir l'école impudique, la censure japonaise est passée dessus en fait, disant que le fait que ça soit trop nudifié, que c'est quelque chose qui pourrait choquer en fait le jeune public, non, le public pour lequel l'œuvre était destinée. À ce moment-là, ça allait quand même assez mal pour l'auteur, puisque bah, tu sais, genre, quand la censure qui dit bon, mais ton truc c'est pas très très cool, tu te mets un peu à te remettre en question. Le truc, c'est que les fans l'ont un peu sorti de tout ça, puis c'est là où je trouve vraiment ça très très cool, où les fans les jeunes en fait, qui étaient méga accros à la série, qui étaient vraiment hypnotisés par cette série, ont fait une pétition, puis ont fait pression sur la censure justement pour empêcher en fait cette censure autour de l'école impudique, qui je trouve qui est une belle note finale à cet événement là en fait. Retour des années 70, Devilman, gros succès pour le coup, qui vient la même année arriver Violent Jack, donc je ne l'ai pas ici malheureusement, et par la même occasion Kyutoni qui va reprendre un peu le concept du super-héros avec des démons, fait qu'ils vont mélanger vraiment le style de Kamen Rider, un peu dans le style des Super Sentai, avec des Devilman pour donner Kyutoni, donc notre héroïne, qui joue la super-héroïne si on peut dire ça, sans trop vous en dire, et qui fait fureur, je vais vous montrer. C'est quand même assez très très cool, avec une œuvre qui n'hésite pas à montrer, on peut voir que l'œuvre se permet pas mal de choses. On va suivre notamment ici de même qui est très très cool. Je vais aussi vous montrer des on a ce concept là. Et pour Devilman plutôt, on peut voir que c'est pas mal, donc un peu plus sombre, que c'est vraiment des entités démoniaques, mais on peut voir que l'auteur n'hésite vraiment pas à mettre du sang, à montrer des découpages. C'est très 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 cool. Qui est très cool pour le coup. Petite anecdote notamment avec tous les derniers mangas que j'ai cités, donc Kyutoni, Violent Violence Jack et Goldorak qui va arriver dans ce laps de temps aussi. Goldorak ici, donc j'ai juste ce format là. Grâce à ces œuvres là en fait, puis à sa carrière, sa renommée aussi, il fera partie de la SFWJ6, qui est la Science Fiction and Fantasy Writer of Japan, qui est un organisme en fait d'écrivains japonais de science-fiction, qui d'habitude n'inclut pas de mangaka, et il s'avère qu'avec Tezuka, il va être le deuxième mangaka à y entrer. Pour le coup, c'est un petit tour de force pour ces deux auteurs. Je peux vous montrer du Goldorak, qui est très très cool. C'est quand même assez violent, donc très nice. C'est pas mal les œuvres qui sont les plus connues encore. Aujourd'hui, Go Nagai malheureusement a mis un gros break à sa carrière, fait qu'avec plus de 350 histoires différentes, on peut comprendre. Il est très peu productif, on peut comprendre qu'il prend une retraite bien méritée, mais c'est tout de même pas encore une retraite définitive. Et je vais juste faire un petit bémol.
Comme quoi, un œuvre qui est très très cool, avec notamment la Divine Comédie de Gonagai, qui est inspirée sur l'histoire de Dante, pour le coup. La Divine Comédie en elle-même, qui est une des œuvres qui a vraiment, dont l'auteur a vraiment pris plaisir, puisqu'il se base, toutes les œuvres, toutes les images en fait se basent, alors j'ai oublié le nom de l'artiste, mais qui se base, je sais pas si je peux le retrouver, mais qui se base en fait sur les œuvres d'un peintre de la Renaissance italienne, il me semble, qui a peint les scènes justement, cette fameuse scène, qui sont toutes des peintures. Puis l'auteur a travaillé pour cette histoire-là en fait, avec ces peintures-là justement, pour retranscrire. Donc c'est vraiment l'adaptation de peinture d'un peintre en manga. Très 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 cool. Je pensais qu'il me restait un peu plus de temps, mais à savoir que Akira aussi, donc troisième auteur, qui a été un auteur qui a vraiment influencé beaucoup les mangas, le manga moderne qu'on connaît actuellement, notamment, on en parlait tantôt au début du live sur Naoki Urasawa, à savoir que c'est une œuvre qui a marqué beaucoup les Japonais, notamment, puis c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une bouffée de soulagement vis-à-vis de toutes les horreurs qui sont vécues à la guerre, de toutes les horreurs, de l'état d'esprit aussi autour du nucléaire, puis une claque monumentale en fait sur les dangers nucléaires, sur le fait que c'est bien parce que ça nous fournit en électricité, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi une mauvaise chose. Notamment, c'est un manga qui a vraiment été révolutionnaire, qui a été écrit beaucoup plus tard pour le coup, mais qui a vraiment impacté beaucoup d'auteurs. Notamment, comme je disais, Naoki Urasawa, où on peut voir justement les dessins de l'auteur qui sont quand même assez atypiques, je dirais. C'est bon, un truc très très cool. Hop là. Et il s'avère que dans le début de carrière de Naoki Urasawa, pour le coup, c'est un dessin qui l'a beaucoup influencé. Et il y a une raison toute particulière pour ça, c'est que Naoki Urasawa, dans sa jeunesse, a épaulé Otomo justement dans ses séries. Donc il a été apprenti auprès d'Otomo justement. Donc, pour le coup, il s'est fait son propre genre, il s'est vraiment un peu émancipé, ce qui nous donne ce genre de dessin pour le coup vraiment beaucoup plus tard. À savoir aussi que tantôt on parlait justement du mythe de la transformation, du fait du côté positif et négatif de la transformation. C'est quelque chose qui a été mis en place par Tezuka justement, et c'est quelque chose qui est encore repris aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, notamment avec les power-up et les transformations qui sont présentes dans le shonen, qui finalement font la marque de fabrique de certains shonen, et notamment évidemment Dragon Ball. Notamment avec la transformation de Goku en Super Saiyan, la transformation de Goku en Ozaru pour le coup, qui fait qu'il y a vraiment un changement, une évolution dans l'aspect physique déjà, mais aussi le côté sur la mentalité en fait du personnage, qui fait que du fait la transformation s'opère, puis il y a un changement de voir les choses, une perte d'innocence, du fait des prises d'édition qui vont être prises. Très très cool qu'il y ait des trucs qui sont repris très fréquemment dans les shonen entre autres. Ensuite de ça, on aurait pu aussi. Je vais essayer d'abréger, c'est dommage, je pensais que j'aurais plus de temps, mais on a également Ashita no-jo de Tetsuya Shiba, qui est un mangaka. Comme vous pouvez le voir, les dessins se ressemblent vraiment beaucoup en fait, sur tout ce qui est Tezuka notamment. Encore une fois, c'est un mangaka qui s'est vraiment fait beaucoup influencer par Tezuka lui-même. Et à son tour, en fait, Ashita no-jo, donc Tetsuya Shiba par son dessin, a mis les bases, notamment le fameux double point croisé, qui est un truc qui est souvent récurrent dans les shonen, encore une fois. Et bien c'est lui qui a mis en place avec son manga de boxe, qui est très très cool. Peut-être si ça vous intéresse, on réembarquera là-dessus une autre fois, c'est vraiment très très cool. Puis la carrière de l'auteur est vraiment très nice. Petite note justement
concernant des trucs qui sont sortis plus récemment. On a Rikudo qui, bon ça c'est mon avis personnel, mais qui est pour moi le digne successeur de Tetsuya Shiba pour le coup, et qui pour moi est vraiment la personne qui lui succède le plus justement, qui reprend, comment on dit, qui n'utilise plus le sport comme étant un sport, mais le sport comme étant un moyen de s'échapper, de changer sa condition de vie, pour le coup. Donc Rikudo, même chose, la série vient de se terminer en 23 tomes, qui est une série qui est très très cool, puis super bien dessinée, notamment par l'auteur. J'aime beaucoup ses dessins, qui va un peu mélanger le côté de la boxe et le domaine de la pègre avec la mafia yakuza. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. On en parlera peut-être plus tard dans un autre live si ça vous intéresse, dans les thématiques à venir. Mais on aurait pu parler aussi de Ghost in the Shell évidemment, du fait que Masamune, qui a été un auteur qui a vraiment beaucoup marqué les mangas qu'on lit d'aujourd'hui, notamment, qui est un auteur qui a vraiment beaucoup marqué Boichi dans ses œuvres, puis dans son envie en fait d'aborder la science-fiction, dans son envie de dessiner la science-fiction. De ses origines, on a une preuve super cool. Encore une fois, Masamune et Isaac Asimov sont des personnes qui ont vraiment influencé l'auteur. Je sais plein de choses, j'en ai parlé de Ranma Domi aussi, qui s'est fait influencer par Tezuka notamment, qui était une auteure l'a dit elle-même, qui c'est quelque chose qu'elle lisait à l'époque. Il me semble que c'est Astro Boy, je suis plus trop sûr. Fait qu'il y a plein de mangas, mais principalement c'est vraiment Tezuka, Go Nagai qui ont vraiment lancé le tout là-dessus. En fait, on peut retrouver aussi des références dans One Piece, on peut retrouver des références un peu partout, mais c'est vraiment ces deux-là, Tezuka et Go Nagai, qui ont vraiment mis les bases du manga qu'on connaît, et puis ainsi de suite. En fait, c'est d'autres mangaka qui ont repris, qui ont grandi avec ça, qui ont repris leurs travaux, qui ont repris leurs idées, qui l'ont emporté à autre chose, l'ont élevé à autre chose, en ont fait d'autres idées, qui ont inspiré d'autres mangaka, puis ainsi de suite. Puis c'est toujours cette espèce d'héritage en fait qui est remis en place, où finalement on peut le voir en fait sur l'évolution. Si vous en lisez beaucoup justement, puis beaucoup d'auteurs différents, vous pouvez voir en fait que chaque mangaka s'inspire de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont découvert enfant en fait, de ce qu'ils lisaient comme mangaka, et je trouve ça vraiment très très cool, puis très louable en fait, la façon dont l'imaginaire d'un artiste peut simuler l'imaginaire d'un autre en fait, mais même ça des années plus tard, voire même en inspirer, voire même mettre dans le fond, leur faire prendre des décisions qui vont les diriger tout au long de la vie. Très très cool. Bon, c'est ça qui conclut le live d'aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, toutes les œuvres. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, c'est des trucs qui sont vraiment très cool à lire. N'ayez pas peur de vous frotter un peu avec le côté un peu qui peut paraître un peu vieillot du dessin. Les scénarios en vaut vraiment la peine. Puis si vous êtes curieux, vous arrêtez pas à ça. Sérieusement, les histoires sont vraiment excellentes. Comme je disais, MW tantôt, qui est une vraie pépite. L'histoire des Trois Rodolphe aussi, pas mal tout. Akira, Divine Comedy. Que sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve jeudi pour les nouveautés. Les nouveautés qui vont sortir ici cette semaine. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Bye bye là.